Salut tout le monde, alors au moment où je fais cette vidéo, on est le 1er mai, donc ça fait environ 2 mois que l'épidémie de coronavirus a pris une ampleur particulière en France. Pour ceux qui me connaissent déjà à travers mes précédentes vidéos, moi je suis interne, c'est-à-dire jeune médecin, et je travaille dans une unité Covid depuis environ justement maintenant 1 mois et demi, et je me suis dit que voilà, maintenant 1er mai, en tout cas je travaille pas aujourd'hui, après 2 mois du début de l'épidémie, ce serait bien de vous faire un petit retour d'expérience vécue de l'intérieur, et de vous raconter les choses voilà, d'une manière un peu plus intimiste, on va dire, que ce que vous voyez ou ce que vous entendez à travers Internet, les médias, la télé, etc. Donc commençons, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Tout a commencé, en tout cas de mon côté, il y a environ 2 mois, quand ça a commencé, forcément. Moi, je suis dans un petit hôpital, voilà, des Hauts-de-France, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait partie des régions les plus touchées, mais ce n'était pas forcément le cas tout au début. Au début, c'était principalement le Grand Est, l'Île-de-France. Donc, on voyait les choses arriver. On savait, c'était prévu qu'on ait des cas de malades qui arrivent justement dans nos hôpitaux, mais on ne les a pas eu en même temps que les premiers cas. Donc qu'est-ce qui se passe? Et voilà, on va dire les 2 premières semaines du mois de mars, c'est qu'il faut se préparer à l'arrivée de cette épidémie. Et ça, on n'en a pas assez parlé forcément à la télé. On parle évidemment de ce qui se passe dans les services où c'est plein, où c'est rempli, mais un peu partout en France, dans les hôpitaux, il y a eu cette période qui a précédé l'épidémie et qui a été aussi une période très marquante, très épuisante pour toutes les équipes hospitalières. Pourquoi? Parce que se préparer à quelque chose comme ça qui arrive, déjà quand on nous dit qu'une vague arrive, c'est assez stressant hein, sur le plan, on va dire, c'est assez stressant, je vous laisse imaginer comment vous voyez les choses de l'intérieur, mais il fallait agencer l'hôpital pour pouvoir accueillir justement cette épidémie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, moi j'étais dans un service de médecine polyvalente. C'est quoi de la médecine polyvalente à l'hôpital? C'est un service de médecine, comme peut-être vous en avez déjà vu plein, avec un peu de tout, de la cardio, de la pneumo, de la neuro, de la gériatrie. Et dans voilà, ce service, bon, bah forcément, vu ce qui était prévu, pardon, et comme dans beaucoup d'hôpitaux, il a fallu diminuer l'activité, le nombre de patients, le nombre de lits, maintenir, on va dire, ce qui était vraiment indispensable, mais faire de la place pour ce qui était censé justement arriver. Et donc, d'un point de vue travail, logistique, c'était une période assez épuisante parce qu'il a fallu faire sortir du monde, mais faire sortir du monde, je ne vais pas entrer dans les détails, peut-être que j'y reviendrai un jour plus précisément sur le fonctionnement, la prise en charge des patients à l'hôpital, mais c'est un travail conséquent hein, pour toutes les équipes. Donc voilà, faire de la place, libérer des lits, puis après se préparer aussi sur la gestion, l'organisation de ce qui allait arriver. Sur le plan logistique, travail, ça a été une période assez compliquée, assez épuisante. En plus de ça, se rajoute évidemment le stress de se dire, voilà, comment on va gérer les choses, est-ce qu'on va pouvoir le faire, est-ce qu'on va pas être submergé, à voir. Donc, période très compliquée, ça a été partout le cas, et c'est vrai que peut-être les gens, en tout cas qui sont hors milieu hospitalier, ne savent pas, n'ont pas eu connaissance de cette période, on va dire, qui précédait un petit peu l'épidémie dans chaque hôpital, où ça a demandé un effort conséquent à tout le monde au sein de l'hôpital, et ça a été une période fatigante et stressante. Voilà, on va dire, premier chapitre, c'était ça, c'était la période pré-épidémie. Bam! Deuxième chapitre, c'est quoi? C'est le début. Donc le début, c'est arrivé quand? C'est arrivé mi-mars. Et là, il y a une dimension particulière, surprenante. Alors vous allez me dire, pourquoi surprenante alors qu'on était au courant, que ça allait arriver, etc. Bah, à vrai dire, je vais vous expliquer, même si vous êtes du milieu hospitalier, tant que vous n'êtes pas confronté à la maladie, vous la voyez de loin, même si vous y préparez, bah, comme tout le monde, comme les gens qui ne sont pas du milieu médical, vous écoutez la télé, vous regardez les journaux, Internet. En tant que médecin, etc., vous lisez des trucs peut-être plus scientifiques aussi sur le sujet pour voilà, vous informer, vous préparer. Mais voilà, tant que vous ne voyez pas de malade, vous voyez les choses un petit peu de loin. Donc forcément, quand le premier cas arrive, oh, ça y est, on y est quoi. Il y a cet effet surprise où on est face au premier cas. Et qui plus est, il y a une dimension, on va dire, il y a quelque chose qui a décuplé cette surprise, c'est le fait que ce soit arrivé au même moment que l'annonce des mesures de confinement faites par le président. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un week-end de mars où, je pense que c'est du samedi, il a dit fini les cafés, cinéma, théâtre, etc. Et 2 jours plus tard, bon, on ferme carrément les écoles et vous restez chez vous. Donc ça arrivait exactement à ce même moment. Et du coup, bah, il y a une dimension mystique, hein, c'est-à-dire que déjà on était stressé à la base, on est surpris par le premier cas, et en plus de ça, le président s'exprime et nous dit tout le monde reste chez vous. Donc waouh, il y a eu cet effet quand même, ouais, une dimension particulière. Donc voilà, ça c'était, on va dire, deuxième chapitre, le début.
Ensuite, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que notre première patiente, hein, je ne rentre pas dans les détails, hein, secret médical, etc., mais a fait partie des personnes qui ont gonflé malheureusement le nombre de décès en France, et malheureusement, s'en est suivi d'autres par la suite. Et tout ça est arrivé très rapidement. Donc après le premier cas, ce qui s'est passé, c'est comme je vous ai dit, l'hôpital s'était déjà préparé, mais là, il a fallu accélérer les choses, et on a carrément du coup ouvert un couloir, une unité fermée dédiée aux patients Covid. C'était une unité de soins continus. C'est quoi les soins continus pour ceux qui ne savent pas? C'est, on va dire, le service borderline frontière entre un service normal, conventionnel, comme vous connaissez, de gastro-pneumo, par exemple, et un service de réanimation où vraiment c'est des services avec des soins techniques lourds, de la surveillance continue H24 des patients. Les soins continus, c'est la frontière entre les deux, c'est-à-dire que vous allez accueillir des patients qui sont quand même assez costauds, c'est-à-dire chauds à gérer, mais bon, soit ça commence à aller mieux, vous pouvez les renvoyer dans un service conventionnel, soit vraiment ça va pas du tout, et là vous les envoyez en réa. Et dans la situation laquelle je vais justement vous exposer après, où justement la réanimation ne peut pas prendre en charge un de vos patients, vous êtes censé avoir la capacité parfois de pouvoir les gérer avec des appareils, voilà, je veux dire les soins continus. Il y a ce qu'on appelle la VNI qui est possible à mettre, on a parfois des respirateurs, je vous en parle après, la possibilité de poser voilà, des voies centrales, subclavières, jugulaires, de poser des cathéters radiales. C'est peut-être des termes techniques pour vous, mais pour vous dire que c'est des services où on peut faire quand même du soin assez lourd, d'accord, même si on n'est pas en réanimation. Donc, service de soins continus qui a ouvert, et qui s'est fermé dans le sens où c'était un service fermé après, pour justement accueillir les patients Covid, parce qu'on s'est dit, forcément, patient Covid, vu tout ce qui est dit, tout ce qu'on voit, il va y avoir des patients graves. Et du coup, juste après, donc moi j'ai quitté, on va dire, mon service de médecine polyvalente à la base où j'étais depuis le mois de novembre, parce que forcément, je vous en ai parlé, dans la période qui a précédé l'épidémie, on a commencé à diminuer drastiquement l'activité pour réduire au minimum le nombre de lits, pour se préparer justement à ce qui allait arriver. Et moi, je suis parti aider ensuite directement dans le service Covid quand les premiers patients sont arrivés. Et là, on a été confronté à 4 types de patients. Je les ai catégorisés, hein, j'ai réfléchi, j'ai pu faire 4 catégories. Donc, je vais commencer par les moins joyeux, entre guillemets. Forcément, il y a eu la première de patients très âgés, très fragiles, qui attrapent la maladie. On en parle beaucoup, et forcément, on en a eu plein. Ce sont des patients, voilà, comme je disais, en tout cas, qui ne sont pas éligibles à la réanimation. Donc, pour ceux qui ne sont pas du monde médical, ça fait débat de se dire, il y a des patients qui ne sont pas éligibles à la réanimation, mais ça ne date pas du Covid, ça date de toujours. À partir du moment où vous avez à un certain âge, pas mal de problèmes de santé, un cœur qui ne fonctionne pas bien, des reins qui ne fonctionnent pas bien, quand vous faites, par exemple, dans le cas du coronavirus, des détresse respiratoire qui nécessiterait d'être intubé, mis dans un coma artificiel pendant 2-3 semaines, branché à des machines, qu'on vous fasse des séances qu'on appelle de décubitus ventral, c'est pas possible dans l'état, on va dire, physiologique du patient. Donc, beaucoup de ces patients qui n'étaient pas éligibles justement à la réanimation, on les a vus se dégrader très rapidement, forcément besoin d'oxygène qui augmente, détresse respiratoire, et là, forcément, on ne peut pas faire grand-chose de plus que les accompagner sur la fin. Donc avec ensuite les décès qui s'en suivent, et il y en a eu quand même pas mal. Donc voilà, aspect particulier, quand on est soignant, c'est difficile de se retrouver impuissant justement dans cette situation. Et en plus de ça, je vous parle d'accompagnement, j'en ai parlé dans une vidéo précédente. L'accompagnement justement de ces personnes en fin de vie a été particulière aussi, vu de l'intérieur en général, quand une personne est sur le point de mourir à l'hôpital, c'est triste, mais voilà, la famille arrive, on en discute avec eux, ils vont voir leurs proches. Là forcément dans les unités Covid, vous savez peut-être déjà, sont des unités fermées, interdites aux visites. Donc, jusqu'au moment où le président, je pense que c'est le président, le Premier ministre, je ne sais plus, a dit que voilà, maintenant, les visites étaient autorisées pour les personnes vraiment en fin de vie. La famille pouvait venir avec des mesures de protection particulières. Mais au début, c'était compliqué. Du coup, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais l'accompagnement, téléphone, les familles donnaient des nouvelles uniquement par téléphone. On avait des tablettes aussi pour faire du Skype, mais voilà, je l'ai déjà dit, difficile de faire un Skype en tenant une tablette et en étant l'intermédiaire entre une personne qui est quand même sur le point de mourir et la famille qui est en train de pleurer. Donc, compliqué.
Donc il y avait cette catégorie de patients hein, qui est peut-être la plus marquante, mais il y en a d'autres, hein, je reviens. Ensuite, on a eu les patients qui sont aggravés très vite et qui étaient par contre, on va dire, assez jeunes ou assez en bonne forme et qui étaient forcément du coup éligibles à la réanimation. Donc comme je vous ai dit, nous on a un service de soins continus, pas de réa. Du coup, à partir du moment où par exemple le patient se dégrade vraiment rapidement et qu'il a besoin d'être en réa, ben voilà, c'est tout, il faut gérer, il faut s'occuper, trouver un moyen de le transférer dans un hôpital plus gros, en capacité justement de l'accueillir. Donc on a eu cette catégorie de patients. Après, évidemment, on est toujours, en tout cas, moi, je sais pas si tout le monde fait comme moi, mais un patient grave comme ça que j'ai vu se dégrader, je le transfère dans un autre hôpital. Bon, après, j'ai envie de savoir aussi ce qu'il est devenu. Donc, souvent, les jours d'après, je téléphone, je demande des nouvelles. Bon, malheureusement, il y en a qui passent pas le cap, même s'ils étaient éligibles, qui ont été transférés, qui ont été intubés, qui ont été ventilés. Et il y en a pour qui, finalement, ça va mieux. Donc, bonne chose. Donc voilà, les deux catégories de patients, plutôt très graves en fait, et qui m'auront marqué à travers cette épidémie. Mais il y en a deux autres catégories. Il y a les patients, finalement pas graves, qui sont atteints du coronavirus, enfin, pas graves sur le plan, en tout cas à l'hôpital, graves pour la ville, c'est-à-dire qui ont besoin de soins continus, d'oxygène, qui ont besoin d'être à l'hôpital. On les surveille, on leur met de l'oxygène, on leur enlève, ça va mieux, ils rentrent à la maison. Nickel. Ça, il y en a eu plein quand même, hein. J'ai pas les chiffres, mais si vous regardez sur internet, le nombre de personnes guéries, hospitalisées, qui sont sorties, qui sont rentrées, il y en a eu des milliers. Donc on en a eu. Et après, il y a les patients que j'ai reçus après leur séjour en réanimation, c'est-à-dire des patients à la base très graves, qui ont été intubés, ventilés, mis dans leur coma artificiel, et qui finalement ont été justement extubés. Et à partir du moment où ils n'ont plus besoin d'être dans un service de réa, sont envoyés quand même dans notre service de soins continus parce qu'ils ont encore besoin d'oxygène, de soins particuliers. En plus, bon, je ne vais pas entrer non plus dans les détails, mais après un séjour de 3 semaines en réa où vous avez été anesthésié et mis sous machine, vous n'êtes pas frais. Donc vous ne pouvez pas aller non plus dans un service, voilà, il n'y a pas forcément trop de surveillance, etc. Donc, voilà, c'est ce que je retiendrai quand même aussi de cette épidémie. Et je pense que c'est ce qui a permis de tenir pour tout le monde et pas sombrer dans la dépression, avoir des gens qui se dégradent et pour lesquels on ne peut pas faire grand-chose. C'est-à-dire, on a vu des patients, en plus, pour la bonne partie quand même, c'est mon expérience propre, hein, je ne parle pas de statistiques sur le plan de la France, des patients assez jeunes, hein, entre 50 et 60 ans en général, dans cette tranche d'âge, enfin dans cette catégorie. Voilà, qui ont vraiment, on a l'impression de voir des miraculés, hein, c'est-à-dire... quand en tout cas vous entendez à la télé le nombre de patients qui meurent de cette maladie, qui sont dans des états graves, qui remplissent les lits de réa, quand vous en voyez qui finalement en sortent, parce que ça y est, ça commence à être la fin justement pour eux, mais dans le bon sens, hein, la fin de cette histoire, wow, vous discutez, et puis eux-mêmes, ils ont toute leur tête, ils vous parlent, et ils se rendent compte eux-mêmes qu'ils ont vécu quelque chose de dingue, et qu'ils ont échappé de ça à la mort, quoi. Et vous vous rendez compte aussi que la médecine, voilà, fait aussi des miracles, parce que s'il n'y avait pas nos services hospitaliers, nos services de réa, nos soignants, nos machines, ce sont des patients qui seraient décédés malheureusement. Grâce aux soins qu'on leur a prodigués, bon voilà, c'est des personnes qui survivent. Voilà, elles se retrouvent dans un état un peu, voilà, pas frais, mais au final, justement, maintenant ça fait 2 mois, c'est pour ça que je vous en parle au bout de 2 mois, j'ai vu des patients qui sont arrivés, que j'ai vus comme des miraculés, et qui finalement, après justement les soins qu'on leur a prodigués, voilà, sont rentrés chez eux, plutôt bien, je dirais. Donc ça fait plaisir, à chaque fois que j'ai affaire justement à une entrée qui est un post-réa, c'est-à-dire on me dit, ah tu vas avoir un patient justement qui sort de réa, on va devoir l'accueillir. Franchement, je suis content. Je me dis, je vais voir quelqu'un qui va clairement me remonter le moral, hein, c'est-à-dire sans que je lui dise ça, hein, mais quand moi je vois des patients comme ça qui sortent de ces services et qui sont entre guillemets guéris et qui ont échappé à la mort, ça me fait plaisir. Donc voilà les 4 catégories de patients auxquels j'ai eu à faire face durant cette épidémie. Après, voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout, on va dire, la période qui a précédé tout ça, comment ça a agencé, nos premiers patients, comment on a vécu d'intérieur. Après, effectivement, il y a eu aussi toutes les histoires, problèmes de protection, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, les masques, par exemple, se retrouver avec peu de matériel pour se protéger, en tout cas au début, ça a rendu les choses aussi compliquées, stressantes, surtout quand on a des cas
de malades au sein des équipes soignantes. Ça, c'est pas un scoop, hein. Je sais pas quels sont les chiffres, mais apparemment, je pense que ça sortira peut-être, ou peut-être que c'est déjà sorti, que je ne suis pas au courant. Le nombre, le pourcentage de personnel soignant qui a dû être atteint du coronavirus doit être assez incroyable quand même. Et je pense, on ne pourra pas le nier, que ce nombre est lié en partie au fait que niveau protection, c'était pas optimal. Voilà. Donc, je vais pas faire la vidéo pour, voilà, comment dire, cracher sur l'État, etc. Mais je vous dis comment les choses se passent de l'intérieur. Effectivement, on a des soignants qui tombent malades. Voilà, c'est un fait, hein, c'est pas un scoop. Et quand en tout cas vous les voyez, vous les connaissez, vu que ce sont vos collègues, bah il y a cet effet quand même un petit peu anxiogène, stressant de se dire putain je suis le prochain. Donc bon. Donc il y a ce côté aussi protection, les collègues qui tombent malades. Heureusement pour en tout cas de mon côté, la plupart, bon voilà, après guérissent, se rétablissent et reviennent travailler. Mais bon, c'est quand même pas jojo et si on avait pu l'éviter, ça aurait été aussi bah, top quoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, après, moi, sur le plan de l'expérience personnelle, voilà, moi qui suis interne de médecine générale et qui n'était pas non plus... c'était pas prévu que dans ma formation, j'ai à faire face justement à des soins qui sont plus de l'ordre parfois de la réanimation. Bah voilà, j'ai appris, j'ai eu des nouvelles expériences. Donc, j'avais fait dans le passé, moi, les urgences, la gynéco, la pédiatrie, la psychiatrie, la médecine polyvalente, la médecine de ville. Mais là, je me suis retrouvé, voilà, à parfois, on a eu un patient, par exemple, qui était intubé, ventilé, gérer des paramètres de respirateur. C'était vraiment pas du tout... J'ai découvert des choses, même la VNI, ce qu'on appelle la ventilation non invasive, voilà, les paramètres sur les machines. J'ai appris aussi à gérer ces trucs-là. En termes de gestes techniques, j'ai appris à poser des cathéters artériels, chose que je n'avais jamais faite avant. Donc, voilà, même si cette période comment dire, marque le début, on va dire, de ma carrière en tant que jeune médecin, bah, ça restera quand même une période, je pense, qui marquera justement ma carrière et que je n'oublierai jamais. Donc voilà, en tout cas l'épidémie n'est pas terminée, on est bientôt sur les mesures de déconfinement, est-ce qu'il y aura une deuxième vague? Oui, non, j'en sais rien franchement. En tout cas, prenez soin de vous, restez chez vous pour le moment. Aujourd'hui, voilà, heureusement la France quand même est un beau pays, même si on pointe du doigt les failles du système sanitaire. On a fait quand même, je pense, pas mal de miracles, entre guillemets, au sein de la population, même si malheureusement il y a du monde qui est décédé à travers cette maladie. Je réfléchis brièvement, pour pas faire de blanc devant la caméra, si j'ai pas oublié de vous parler de certains aspects. Mais voilà comment j'ai vécu les choses de l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris. Je voulais vous le partager après 2 mois, après le début justement de cette histoire. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, portez-vous bien. On se retrouve peut-être bientôt pour une autre vidéo où je vous raconterai aussi, comme dans les précédentes, d'autres aspects particuliers justement du vécu de cette épidémie en tant que soignant à l'hôpital. Allez, ciao ciao.